C'est jeudi que l'Afrique célèbre la femme la 52e fois depuis Dar es Salaam en Tanzanie. À jour J-2, l'ORTM fait un clin d'œil hommage dans le viseur Yatabare Aminata Diawara, portrait d'une prêcheuse dans cette édition. Aux petits métiers, jeunes filles déscolarisées ou désespérées font renaître l'espoir après la crise. Et grâce à la magnanimité et des bonnes volontés, l'ONG Solidarité initie la réinsertion d'une 60aine de jeunes filles. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi la délégation malienne au pourparlers d'Alger avec les groupes armés. Pour le chef de l'État, la mission a été menée selon les directives données. Une occasion pour Ibrahim Boubacar Keïta de féliciter les membres de la délégation avant de les exhorter à redoubler d'ardeur pour la suite des négociations qui débuteront le mois prochain. Compte rendu Mohamed Diarra. Voici les hommes et femmes qui ont représenté le gouvernement au pourparlers inclusif intermalien à Alger. Une quarantaine de personnes qui ont mouillé le maillot pour parvenir à l'adoption de la feuille de route qui servira de fil conducteur pour les négociations à venir. Le président de la République a donc jugé nécessaire de remercier et féliciter au nom du peuple malien l'équipe dirigée par le ministre Abdoulaye Diop. Cette mission à vous confier a été conduite, a été menée dans le strict respect de nos instructions. Comme les 4 thèmes retenus avant le départ avec la mise en place des groupes sous l'égide des 4 ministres, respect strict des lignes rouges, intégrité du territoire, unicité de la nation, laïcité de la République, intégrité du pays. Circonscrire les pourparlers dans des délais courts pour tenir compte des souffrances des populations. Engagement des partis sur des mesures de cessation des hostilités sur le terrain avec garantie de supervision de l'aménagement. Prise en compte, inclusion et participation des représentants des communautés du Nord dans le processus. Tout cela me semble avoir été respecté. Engagement à poursuivre la mission de retour au Mali par une communication nationale de bonne aloi à mettre en œuvre pour informer l'ensemble des composantes de la nation malienne et en des termes accessibles à tous et à toutes. Information de nos partenaires, préparation plus minutieuse de l'équipe sur chaque point en vue de faire des propositions précises, chiffrées et qui ne laisseront aucune zone d'ombre pour permettre une bonne application de l'accord. C'est un pas qui vient d'être franchi vers le processus de paix au Mali avec l'adoption de cette feuille de route. Le Mali est donc sur la bonne voie pour une sortie de crise et la réconciliation est désormais en marche. Occasion pour le chef de l'État de saluer les efforts Des problèmes sonores avec ce reportage. Nous allons continuer cette édition avec cette autre rencontre que le président de la République a eue hier avec les communautés religieuses. Nous allons donc revenir sur la rencontre du président de la République avec la délégation. Pas cet élément non plus. Donc voyons à présent la rencontre que le président a eue avec les communautés religieuses hier à Koulouba. Et contrairement à d'autres pays d'Afrique, le Mali ne connaît pas de conflit interreligieux. Chrétiens et musulmans vivent en bonne intelligence.
et les deux communautés entendent renforcer cette cohabitation pacifique. Hier, à la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, elles ont prôné la tolérance, le pardon et l'amour du prochain. Bourama Traoré. Unité, musulmans et chrétiens donnent la preuve au Mali. Deux communautés religieuses qui vivent en parfaite harmonie depuis des décennies. Une belle illustration du caractère laïque du pays qui est très cher aux autorités nationales. À la cérémonie de présentation des vœux au président de la République ce lundi, les deux communautés ont une fois de plus affirmé leur unité et leur appartenance à une même valeur, le Mali. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de remercier Monseigneur Jean Zerbo pour sa disponibilité et sa franche collaboration. Je tiens à souligner qu'au Mali, l'entente entre les communautés religieuses est une réalité. Si Dieu nous a rassemblés sur le même territoire, nous devons apprendre à vivre ensemble au-delà des différences religieuses, ethniques, culturelles, qui au lieu d'être des facteurs de division, doivent être plutôt des facteurs d'enrichissement réciproque. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, tous partagent les mêmes valeurs de tolérance, d'amour, de pardon et de l'acceptation de l'autre. Promouvoir davantage ces valeurs, c'est venir à bout de l'intégrisme, dit-on, ce que l'Église protestante appelle les zèles religieux. Que Dieu épargne à notre nation les zèles religieux aveugles, sans vraie connaissance de Dieu. Que Dieu nous accorde un zèle éclairé par la vraie connaissance de Dieu et l'amour sans hypocrisie du prochain. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez de faire ce qui n'a jamais été fait avant vous, à savoir donner une opportunité aux chrétiens de venir présenter des vœux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes reconnaissants et vous contribuez ainsi à un plus grand rapprochement des confessions religieuses. Nous formulons le vœu que cette opportunité nous soit encore offerte de venir ici vous présenter nos vœux à l'occasion de la fête de Noël. Une première qui sera désormais une tradition a promis le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le chef de l'État, la pérennisation de l'espace va renforcer davantage la cohabitation pacifique entre chrétiens. Toujours des problèmes sonores, donc nous allons essayer de poursuivre avec le Premier ministre Moussa Mara qui a reçu en audience le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies à la MINUSMA. Au cours de cette audience, il a été question de la rencontre relative au retour définitif de la paix dans les régions du nord de notre pays, réunion qui se tient d'ailleurs demain à Gao, compte rendu Mahamadou Doumbia. Le Premier ministre Moussa Mara a reçu en audience le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à la MINUSMA au centre de discussion les préparatifs d'une rencontre prévue à Gao pour le retour définitif de la paix. On était ensemble pour discuter la situation dans le Nord, surtout la mise en œuvre des accords qui ont été signés à Alger, surtout celui sur l'établissement d'une commission pour regarder le cessez-le-feu dans le Nord. Donc on a parlé de ça, de voir comment on peut mettre ça en œuvre le plus rapidement possible. Et à la fin, on est convenu qu'on peut commencer dès demain avec le travail à Gao. Suite à cette audience, le Premier ministre se dit convaincu de la suite des travaux d'Alger qui étaient aussi au centre des débats. Notre préoccupation au niveau du gouvernement, c'est de faire en sorte que dès qu'il y a un accord sur la cessation des hostilités, qu'il y ait effectivement cessation des hostilités sur le terrain. Nous voulons que plus aucune balle ne soit tirée au nord de notre pays. Et nous voulons que plus aucune personne ne soit blessée ou perde la vie du fait de ce conflit. Ça sous-entend que les partis puissent collaborer à la décrispation et à la création
d'un environnement de confiance qui puisse faire taire définitivement les armes. Du côté de l'armée, du côté du gouvernement, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous demandons donc aux groupes armés, dans le cadre de cette réunion de demain à Gao, de venir participer à la rencontre et que chacun s'engage à cesser définitivement les hostilités. La commission qui va se réunir demain doit aussi identifier des zones de repli des éléments armés, zones de repli qui préfigureront les futurs cantonnements. Cela permettra de libérer les zones d'habitation, d'éviter les sources de tensions et de conflits, et donc de faire en sorte que les choses redeviennent normales. Les braquages, les attaques des bandits de grand chemin consécutifs à la crise du nord du Mali doivent être circonscrits. Si l'espace est sécurisé, où d'un côté l'armée, de l'autre côté les groupes armés sont dans une attitude, je dirais, de cessation des hostilités, permettant aux forces de sécurité, de gendarmerie, de police, aux forces armées de pouvoir faire les patrouilles partout où cela est nécessaire avec l'amunissement, je pense que le banditisme disparaîtra de lui-même. Le Premier ministre a également reçu une délégation américaine de l'Université d'État de Michigan, conduite par son doyen. L'audience a porté sur le développement de la coopération entre cette université américaine et celle malienne, vieille de 30 ans. Ils ont aussi évoqué la transformation future de l'IPR de Katibougou en université agricole. Au micro de Ibrahima Chokari, je vous propose d'écouter le professeur Steve Hassan, doyen de l'Université d'État de Michigan. Cette visite s'inscrit dans un projet de créer une université agricole pour le Mali. Le Mali est un pays, comme vous le savez bien, de vocation agroalimentaire, agro-pastorale. La demande pour les gens compétents avec les capacités de faire une agriculture du XXe siècle est très très élevée dans ce pays, non seulement au niveau de la production, mais aussi en aval et en amont, toutes les questions d'agroalimentaire, etc. Il y a beaucoup de possibilités de créer des emplois très rémunérateurs si on a les capacités ici en place au Mali. Le Premier ministre a nous donné un appui très fort pour qu'on puisse avancer dans un programme d'étudier cette transformation ensemble avec les collègues maliens. Les TDR sont déjà développés par des collègues maliens et notre université compte appuyer cet effort en collaboration comme on l'a fait depuis 30 ans avec nos collègues maliens. Et donc ce qu'on veut leur offrir, c'est une agriculture moderne, une agriculture pleine d'opportunités pour la création d'emplois rémunérateurs. Cette formation vise à le faire. Donc on aimerait renforcer les capacités d'enseignement et aussi de lier cet enseignement au secteur privé, avec les nouvelles technologies, les NTIC, etc. Il y a beaucoup de choses innovatrices qu'on peut faire dans l'agriculture malienne. Le nouvel ambassadeur du Mali en Turquie, Birahim Soumaré, a présenté ses lettres de créance le vendredi 27 juin dernier au président de la République de Turquie, occasion pour les deux personnalités d'évoquer les questions bilatérales pour le nouvel ambassadeur. Sa mission en Turquie consistera à renforcer la coopération bilatérale. Voilà donc le nouvel ambassadeur du Mali en Turquie qui a présenté ses lettres de créance. Le site du crash de l'avion de la compagnie d'Air Algérie, de plus en plus fréquenté en plus des forces armées maliennes, françaises, MINUSMA et journalistes, les autorités du Mali, de la France et du Burkina Faso et aussi de l'Algérie étaient sur le lieu du crash sur place. Les experts sont à pied d'œuvre pour faire connaître les causes réelles de cette tragédie. Compte rendu d'Idrissa Koné. En visitant le lieu du crash, on se rend compte tout de suite de la gravité de cet accident. Dans cette partie du Gourma, la terre a tremblé sous la force de cet avion d'Air Algérie. C'est dans un rayon de 300 à 400 mètres que les morceaux de l'appareil sont éparpillés.
les spécialistes qui parlent moins se disent déterminés à analyser toutes les hypothèses pour faire la lumière sur les causes de ces crashs. C'est la raison pour laquelle rien n'est laissé au hasard. Nous travaillons de manière très minutieuse, de bande de terrain par bande de terrain, en découpant simplement la zone de façon tout à fait logique, en allant du plus loin au plus près, n'est-ce pas, en vraiment quadrillant le terrain avec nos amis du BE malien. Et nous décrivons les pièces, nous les inspectons, nous les photographions, nous les répertorions. Et cela va nous permettre, en fonction de certaines de celles-ci, de pouvoir par exemple donner des orientations, notamment en fonction du faciès de rupture, en fonction de la nature des pièces, en fonction de leur éloignement du lieu d'impact. Car, comme vous le disiez, colonel Touron, il y a des pièces très lourdes qui sont allées très loin. Donc, ceci étant plus particulièrement révélateur de l'énergie qui avait été dispensée au sol. Ainsi, on a retrouvé des trains d'atterrissage jusqu'à 300 à 400 mètres du point d'impact ici. Donc, cela prouve bien que le choc a été d'une violence assez inouïe. Les 2 boîtes noires retrouvées et remises aux autorités maliennes et algériennes ont davantage encouragé les experts. La sécurité aidant, les plus hautes autorités des pays concernés comme le Burkina Faso, la France, le Mali et l'Algérie ne cessent de rendre hommage aux 118 victimes sur les lieux de l'accident. Tel est le cas des ministres maliens chargés des transports et de la sécurité et algériens chargés des transports. Malgré les mesures sécuritaires très strictes pour les journalistes, notre équipe de reportage a traversé un Gourma émergé en cette période hivernale. Pour les besoins de la cause, les difficultés ne sont pas importantes. Et les 2 boîtes noires de l'appareil se trouvent actuellement en France au niveau du bureau d'enquête et d'analyse pour étudier les causes éventuelles de ce crash. Ces 2 boîtes noires avaient été remise par les autorités maliennes aux enquêteurs français le dimanche dernier. Actualité hors de chez nous. Fête de Ramadan au Guamer, au Cameroun, où règne l'insécurité et confusion après l'enlèvement dimanche dans l'extrême nord d'une quinzaine de personnes. C'est le dimanche au petit matin qu'un groupe d'assaillants armés a pilonné à la roquette la résidence du vice-premier ministre en charge des relations avec les assemblées, tuant une quinzaine de personnes. Ils ont pris en otage son épouse, le sultan, le maire de Kolofata et quelques membres de leur famille. La célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du Ramadan, avait un goût amer lundi au Cameroun. Dans les mosquées, comme ici à Douala et les quartiers, les esprits étaient préoccupés par les attaques menées par la secte Boko Haram, venue du pays voisin, le Nigeria. Le principal thème de toutes les prières et de toutes les prêches dans les mosquées, ça a été la paix, la stabilité dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos villes. La prière est notre arme fatale contre l'ennemi d'où qu'il vienne. Et nous sommes rassérénés, nous sommes rassurés et nous sommes convaincus que Dieu va entendre cette prière pour maintenir notre pays dans la paix. 15 personnes tuées à Kolofata, une localité de l'extrême nord camerounais. Une douzaine de civils kidnappés, dont l'épouse d'un vice-premier ministre. Un choc pour tous. Quand vous voyez qu'il y a même attaque là au Nigeria, partout dans le monde, là, Irak, c'est les musulmans qui paient le plus lourd tribut du terrorisme. Et les innocents musulmans, bien sûr, moi je parle des innocents musulmans. Toute la presse parle de ces attaques et les rumeurs vont bon train. Sur l'identité des agresseurs Boko Haram ou simples coupeurs de route déguisés. Sur leur complicité locale, sur les informations dont ils disposent pour frapper un vice-premier ministre et faire trembler tout le pays. Longtemps considéré comme une simple base arrière de Boko Haram, le Cameroun est devenu une proie. Et le Nigeria en état d'alerte après un premier cas mortel de fièvre Ebola. Malgré cette alerte, le ministre de la Santé a annoncé qu'aucune frontière ne sera fermée. Le Nigeria n'a pas de bordure commune avec les 3 pays touchés par l'épidémie, à savoir le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Nous passons à notre sujet, toujours au niveau international, le sommet États-Unis-Afrique qui se tiendra à Washington les 5 et 6 août, qui réunira une cinquantaine de chefs d'État autour du thème « Investir dans la prochaine génération ».
L'administration Obama a voulu donner la parole à la société civile africaine à l'occasion de cette grande messe et en particulier aux jeunes entrepreneurs africains. 500 d'entre eux ont été invités à passer 6 semaines dans des universités américaines avant le sommet. Ils ont rencontré hier le président américain. Mesdames, Messieurs, nous rencontrons quelques problèmes au niveau de la technique. Nous vous présentons donc toutes nos excuses et nous allons poursuivre cette édition avec bien sûr le premier des reportages, celui du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu cet après-midi la délégation malienne au pourparlers d'Alger avec les groupes armés. Pour le chef de l'État, la mission a été menée selon les directives données. Mohamed Diarra. Voici les hommes et femmes qui ont représenté le gouvernement au pourparlers inclusif intermalien à Alger. Une quarantaine de personnes qui ont mouillé le maillot pour parvenir à l'adoption de la feuille de route qui servira de fil conducteur pour les négociations à venir. Le président de la République a donc jugé nécessaire de remercier et féliciter au nom du peuple malien l'équipe dirigée par le ministre Abdoulaye Diop. Cette mission à vous confier a été conduite, a été menée dans le strict respect de nos instructions. Configuration autour de 4 thèmes retenus avant le départ avec la mise en place des groupes sous l'égide des 4 ministres. Respect strict des lignes rouges, intégrité du territoire, unicité de la nation, laïcité de la République, indivisibilité du pays. Circonscrire les pourparlers dans des délais courts pour tenir compte des souffrances des populations. Engagement des partis sur des mesures de cessation des hostilités sur le terrain avec garantie de supervision de l'aménagement. Prise en compte, inclusion et participation des représentants des communautés du Nord dans le processus. Tout cela me semble avoir été respecté. Engagement à poursuivre la mission de retour au Mali. Par une communication nationale de bonne loi à mettre en œuvre pour informer l'ensemble des composantes de la nation malienne et en des termes accessibles à tous et à toutes. Information de nos partenaires, préparation plus minutieuse de l'équipe sur chaque point en vue de faire des propositions précises, chiffrées et qui ne laisseront aucune zone d'ombre pour permettre une bonne application de l'accord. C'est un pas qui vient d'être franchi vers le processus de paix au Mali avec l'adoption de cette feuille de route. Le Mali est donc sur la bonne voie pour une sortie de crise et la réconciliation est désormais en marche. Occasion pour le chef de l'État de saluer les efforts des partenaires et des pays amis dont l'Algérie qui a accepté d'abriter les pourparlers. Et le président Ibeka d'exhorter ses interlocuteurs à redoubler d'ardeur pour le reste des négociations. Tout est possible désormais dans le bon sens. Sans optimisme béat, il nous appartient maintenant de travailler sérieusement, très sérieusement, à l'approfondissement de tous les points convenus. La mission n'est pas terminée, elle est loin de l'être. Et même lorsqu'elle le sera, en termes d'achèvement heureux des négociations et d'accord final, vous aurez tout le restant de votre vie à surveiller comme le lait sur le feu, à l'adoption duquel vous auriez consacré une partie sensible et grave de votre vie. Nous serons tous comptables de cela. Certains en ont l'habitude déjà, qui avaient porté sur les fonds baptismaux le pacte national. Je suis certain que l'évolution nationale ne les a plus jamais laissés indifférents. Surtout, l'évolution de la situation dans le nord du Mali.
Il en sera de même pour chacune et chacun d'entre vous. Et ces choses-là me tenaient vraiment à cœur. D'abord, le devoir de remerciement et de félicitations à ce stade. Je dis bien à ce stade. De ce qui a été accompli et qui est fantastique. Vous dire, mais c'est une injure que je vais vous faire en vous le rappelant, vous le savez. Toutes les tâches qui doivent venir et ce qu'elles vont impliquer pour vous d'engagement, de don de soi encore et de détermination patriotique au quotidien. Vous avez soulagé les cœurs. Puissions-nous les conforter pour toujours, pour que ce pays se dédie à la seule mission qui vaille. Travailler pour stabiliser ce pays. Travailler pour que nous ayons enfin un État digne de ce nom. Dans tous les compartiments, la tâche est colossale. La méthode, l'organisation ne sont pas souvent à l'œuvre. Ils ne sont presque jamais à l'œuvre. Au point qu'on se demande si nous ne payons pas de mots tous en parlant d'État. L'État est une rigoureuse exigence d'organisation, de structuration, de méthode. L'accord qui sera donc issu de ces négociations ouvrira la voie au développement. Je souhaite que, jusqu'au dernier souffle, cette flamme ne cesse de brûler en moi. Un Mali pluriel, mais un Mali uni. Un Mali en confort. Un Mali confortable pour tous ses enfants, pour tous ses fils, pour toutes ses filles, pour nos vieux, qui nous ont fait ce que nous sommes, et qui pour certains sont dans la peine aujourd'hui, du fait de nos incompréhensions et de nos manquements, de nos déficits, de nos mauvaises façons de faire. Notre malgouvernance est interpellée très fortement. Très fortement. Et je peux vous donner l'assurance qu'en ce qui me concerne, je n'aurai de cesse que ceux qui doivent faire le choix, et cela dans les meilleurs délais. Le président de la République a profité de l'occasion pour présenter ses vœux de succès et de réussite aux membres de la délégation. Contrairement à certains pays, le nôtre ne connaît pas de conflits interreligieux. Chrétiens et musulmans vivent en bonne intelligence et les deux communautés entendent renforcer cette cohabitation pacifique. Hier, à la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, elles ont prôné la tolérance, le pardon et l'amour du prochain. Brahma Traoré. Unité dans la diversité. Musulmans et chrétiens donnent la preuve au Mali. Deux communautés religieuses qui vivent en parfaite harmonie depuis des décennies. Une belle illustration du caractère laïque du pays qui est très cher aux autorités nationales. À la cérémonie de présentation des vœux au président de la République ce lundi, les deux communautés ont une fois de plus affiché leur unité et leur appartenance à une même valeur, le Mali. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de remercier Monseigneur Jean Zerbo pour sa disponibilité et sa franche collaboration. Je tiens à souligner qu'au Mali, l'entente entre les communautés religieuses est une réalité. Si Dieu nous a rassemblés sur le même territoire, nous devons apprendre à vivre ensemble au-delà des différences religieuses, ethniques, culturelles, qui au lieu d'être des facteurs de division, doivent être plutôt des facteurs d'enrichissement réciproque. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, tous partagent les mêmes valeurs de tolérance, d'amour, de pardon et de l'acceptation de l'autre.
Promouvoir davantage ces valeurs, c'est venir à bout de l'intégrisme, dit-on, ce que l'Église protestante appelle les zèles religieux. Que Dieu épargne à notre nation les zèles religieux aveugles, sans vraie connaissance de Dieu. Que Dieu nous accorde un zèle éclairé par la vraie connaissance de Dieu et l'amour sans hypocrisie du prochain. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez de faire ce qui n'a jamais été fait avant vous, à savoir donner une opportunité aux chrétiens de venir présenter des vœux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes reconnaissants et vous contribuez ainsi à un plus grand rapprochement des confessions religieuses. Nous formulons le vœu que cette opportunité nous soit encore offerte de venir ici vous présenter nos vœux à l'occasion de la fête de Noël. Une première qui sera désormais une tradition a promis le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour le chef de l'État, la pérennisation de l'espace va renforcer davantage la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans. Inch'Allah, si le Seigneur ne nous rappelle pas notre condition de simple créature, nous la poursuivrons comme désormais une tradition. Je crois qu'il est bon, il est sain pour la nation que de telles occasions soient mises à profit pour méditer, prier pour le pays, faire les vœux pour le pays. Donc nous le ferons volontiers. Le chef de l'État et ses hôtes ont donc prié pour le retour de la paix et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national, à l'image de cette prière formulée par l'Église catholique. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix, là où est la haine, que je mette l'amour, là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le doute, que je mette la foi, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Faites que je ne cherche pas tant à être consolé, que de consoler, d'être compris, que de comprendre, d'être aimé, que d'aimer, parce que c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on obtient le pardon, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Très belle prière. L'Afrique fêtera dans 2 jours la journée panafricaine de la femme. En prélude à cet événement, l'ORTM rend hommage à toutes les femmes du continent à travers le portrait ce soir d'une prêcheuse, Yatabare Aminata Diawara, c'est son nom. Comptable de formation, elle prêche en arabe, français et bamana. Ramata Konate est allée à sa rencontre suivant son reportage qui est la première d'une série de portraits de femmes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit un adage du Mali. La prêcheuse Yatabare Aminata Diawara s'en est bien inspirée. Je rends un hommage mérité à mes parents, surtout à mon père, vraiment. Et il m'a inscrit à l'école, c'est vrai, mais pendant les vacances, on prenait des cours coraniques. Le Coran traduit, il m'a donné ça. Il m'expliquait souvent même. Donc c'est ce qui m'a encouragé à pratiquer l'islam. Et puis surtout, Dieu merci, j'ai un mari qui est vraiment à encourager, à féliciter, m'a beaucoup aidé. Aminata véhicule les paroles et faits divins partout où le besoin se fait sentir. Elle se donne corps et âme à cette activité. Aujourd'hui, elle anime le thème paix et cohésion sociale. Actualité oblige. Pour la cohabitation sociale, le prophète, paix et salut sur lui, nous dit Al-mu'minu li-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. C'est-à-dire, la communauté des croyants est soudée, elle est à l'image d'un mur formant un tout. Cette détermination est soutenue par certains caractères dont la patience, la modestie et l'humilité. Je suis élève
fraîcheuse. Dieu merci, je me débrouille. J'ai commencé ce travail il y a à peu près 5 ans. Grâce à sa maîtrise de la parole divine et sa façon de la rendre, la comptable de formation accroche son entourage, qui l'appelle communément Ami Diawara. Ami est sociable, respectueuse et participe à la promotion de l'islam. En plus du français, elle prêche en arabe. Être prêcheur nécessite aussi la recherche de savoir acquis au cours des échanges ou de la lecture. Voici le menu de l'après-midi du 26e jour du mois de Ramadan. Tout ce que nous demandons à Ami, c'est l'application des connaissances acquises. Cela afin de contribuer au changement de comportement des populations. Ce qui fera notre fierté. Ami doit aussi avoir le dos large et cultiver davantage la tolérance. Pour accomplir convenablement ces lourdes tâches, Aminata Diawara est soutenue par sa famille et autres proches, ce qui l'aide dans la gestion de son triple programme, prêche, cours de français à l'école, famille. C'est une question d'organisation seulement et mettre les choses en priorité. Mariée depuis 28 ans, Aminata est mère de 7 enfants. Âgée de 49 ans, elle prêche en arabe, français et bambara. Aminata donne aussi des cours de français. Ces professions riment bien avec le combat de la religieuse, lutte contre l'ignorance. Yatabari Aminata Diawara invite les uns et les autres à aller à la connaissance et à la découverte de l'islam. C'est le dossier de cette édition, les petits métiers générateurs de revenus comme la restauration ou encore la teinture qui émergent à Gao après la crise. Des bonnes volontés et leurs partenaires se donnent le devoir de recenser, former et insérer les jeunes filles déscolarisées, non scolarisées et déplacées de la cité des Askia. Un véritable engagement qui nécessite la disponibilité des employés et des employeurs. Une 60aine de filles désespérées vient de suivre un mécanisme de réinsertion de l'ONG Solidarité Enfants, Femmes et Familles Démunies et de son partenaire FAFPA. Allons à leur découverte dans ce dossier signé Daouda Zoumana Traoré. Le cas des filles déscolarisées, non scolarisées et déplacées reste préoccupant. Carrément déconnectées, ces filles ne savent à quel sein se vouer, d'où cet engagement de l'ONG Solidarité Enfants, Femmes et Familles Démunies. La formation, ça rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l'émergence et puis surtout l'autonomisation des filles, et les filles déscolarisées, non scolarisées et les filles déplacées. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons chercher encore d'autres fonds pour former d'autres parce qu'il y en a beaucoup. Après constat, cette ONG a engagé une véritable campagne dans le but de donner de l'espoir à ces filles. Avant de les prendre en charge pour leur apprentissage complet, un recrutement a été mené dans tous les quartiers de la ville de Gao avec l'aide des écoles, des chefs de quartier et parfois des chefs de famille afin d'avoir celles qui sont véritablement dans le besoin. Partant des moyens dont l'ASFED dispose, 60 filles déscolarisées, non scolarisées et déplacées ont été recensées. Les corps de métiers choisis sont la saponification, la cuisine et la teinture. Alors, encadreurs et apprenantes se retrouvent dans un internat où seul le travail prime. Les participants ont pu au moins se connaître les produits qui entrent dans la composition du savon. Donc ils ont fait la théorie en même temps la pratique. Ils étaient vraiment dans la formation, on leur a appris beaucoup de mains.
et je pense qu'elles pourront se débrouiller. D'intenses activités ont été entreprises par les apprenantes et leur encadrement durant plusieurs semaines et au bout du rouleau, les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Cette formation m'a apporté beaucoup puisque j'ai appris à faire plein de trucs que je ne savais pas, dont la fabrique du savon. On a beaucoup appris de cette formation et c'est des initiatives vraiment à encourager pour que les autres serres puissent bénéficier. J'ai appris à faire la teinture. Les différentes couleurs comme le bagakene, le sicha, le bleu turquoise et le café, couleur chocolat, comme ça, avec de la bougie aussi. L'exposition des objets, produits et mets fabriqués et préparés par ces filles et leurs encadreurs a été visitée par les autorités administratives et politiques de la région. J'en appelle aux partenaires de bien soutenir les gens qui ont de bonnes œuvres, de bonnes initiatives et qui ont l'intention, n'est-ce pas, d'appuyer nos jeunes filles parce qu'aujourd'hui nous savons que former une fille, c'est former une nation. La meilleure des formations, c'est la formation continue. Par les temps qui courent, une seule formation ne suffit plus. Il faut de la formation continue et il faut se mettre à niveau constamment et sans relâche. Maintenant, l'ONG ASFED et son partenaire le FAFPA cherchent des voies et moyens pour l'insertion de ces 60 filles et à leur propre compte. Patrouille de grande envergure en 5e région, en prélude à la fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr. Objectif, sécuriser plusieurs axes routiers afin de minimiser les infractions à la veille de la fête. Mahamar Ibrahim Touré. À la suite d'un cambriolage survenu à la station Hydro-Sahel de Sévaré il y a quelques mois, une cinquantaine d'hommes composés de la garde nationale, l'armée, la gendarmerie et la police nationale ont été mobilisés pour une patrouille de grande envergure. Elle intervient à la veille de la fête l'Aïd el-Fitr et les consignes sont claires. Et cette patrouille a été initiée lors de la réunion du comité régional de sécurité présidé par le gouverneur. Il faut sécuriser les citoyens avant, pendant et après la fête. Je la veux professionnelle. Respecter les citoyens, être courtois, pas de violence inutile. Chaque chef de patrouille est en coopération avec le chef de la patrouille. Chaque équipe doit produire un résultat. À chaque équipe, l'efficacité, la ponctualité et l'assiduité au niveau de chaque point. Les agents répartis entre 6 véhicules ont sécurisé les principaux axes routiers de Sévaré et de Mopti. Nous avons reçu des instructions de la part de notre directeur général donc de contrôler systématiquement juste les véhicules et fouiller juste les occupants qui se trouvent juste à bord juste de ce véhicule-là. On a contrôlé juste quelques véhicules, donc c'est les gens qui viennent juste fêter. Cette opération a permis de saisir 9 motos Jakarta pour mauvaise circulation et défaut de pièces. Les usagers ont été appelés à la prudence en cette veille de fête. Les consignes respectées et l'objectif atteint. La patrouille a duré de minuit à 5 heures du matin. Et sport à présent, la finale de la 3e édition de la Coupe du Mali de foot féminin opposera jeudi l'AS Real à l'AS Mandé à partir de 14 h. De l'autre côté, la 54e Coupe du Mali mettra aux prises les 11 créateurs au Djoliba AC à 17 h. Les finalistes ont reçu ce matin les équipements de la part de la Fédération malienne de football. Khalifana Mantraoré. Les 4 équipes finalistes de la Coupe du Mali 2014 s'habilleront du neuf. La Fédération malienne de football et Orange Mali se sont acquittés une fois de plus de ces devoirs visant à encourager les clubs. Si chez les hommes, la tradition est bien ancrée depuis quelques années, les dames, elles, sont à leur première. L'AS Real et l'AS Mandé ont ainsi reçu leur tenue de fête à la grande satisfaction de la responsable chargée du football féminin. Les attentes par rapport à cette finale, c'est que ça soit une finale réussie. Ce que nous voulons, c'est la vulgarisation et la promotion du football féminin. C'est la panafricaine des femmes, donc c'est à point nommé. Raison pour laquelle les femmes doivent sortir vraiment nombreuses pour venir assister à cette finale-là. Au-delà de ça, je lance un appel vraiment à tous les publics sportifs maliens, pas seulement le public du football féminin, que les hommes aussi viennent tôt, le jeudi à 14 h,
pour nous soutenir et nous aussi, nous allons rester au stade pour les soutenir. 11 créateurs et Djoliba AC qui joueront la finale de la 54e édition se sont vus offrir équipements sportifs après ceux des demi-finales. Nous demandons au public de venir très nombreux pour soutenir les dames parce qu'elles savent jouer, elles vont faire un bon jeu et c'est pour vraiment le développement du football féminin chez nous, vraiment qu'on veut que le public soit vraiment à 14h. Nous demandons vraiment le fair play et beaucoup de monde pour que cette fête soit belle parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations cette année. Et le fait de jouer ces deux finales ensemble, nous voulons que les gens viennent beaucoup pour vraiment montrer que le Mali est debout. Les filets de l'événement ont été fournis par Abouakar Foulani Diko. J'ai offert ces filets à la Coupe du Mali en faveur du président Bourema Bokar Keïta qui va faire la visite. C'est pour ça que j'ai offert ce filet au président de la Fédération malienne de football. Je parle de la paix parce que vraiment, nous qui viennent du Nord, là, on a fort besoin de la paix. Sans la paix, rien ne va. La finale de dame, la troisième du nom, AS Real AS Mandé, à 14h, sera suivie de la confrontation 11 créateurs de Djoliba AC, une affiche inédite qui sera officiée par des arbitres croates. Et les deux finales des Coupes du Mali, ceux de football féminin et masculin, se jouent donc jeudi au stade Modibo Keïta. En prélude à cet événement sportif, le ministère des Sports rend hommage aux anciennes figures qui ont marqué l'histoire du sport au Mali. Ce serait au cours d'un dîner gala demain mercredi au Centre international de conférence de Bamako. L'occasion sera mise à profit par le président de la République pour lancer le fonds de soutien aux anciennes gloires. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le ministre des Sports, Ousseini Amionguindo, au micro de Khalifa Namatraoré. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, des sportifs de toutes disciplines ont défendu et continuent de défendre encore l'honneur du Mali. Malheureusement, à cause des pathologies liées à leur carrière sportive, la plupart connaissent aujourd'hui des dépressions, une dégradation de la mémoire, des troubles locomoteurs et même la démence. Aussi, dans le cadre de la reconnaissance des services rendus à la nation et de la promotion du mérite sportif, le président de la République a-t-il décidé de leur rendre un vibrant hommage. Au-delà de cet hommage, le président de la République procédera au lancement d'un fonds de soutien aux anciennes gloires sportives du Mali. Ce fonds pourrait servir à leur assurer une sécurité sociale à travers le système d'assurance maladie ou à constituer les reconversions professionnelles à travers la formation et l'apprentissage. Un forfait pour leur installation sera envisagé. Cette initiative s'inscrit dans la politique du rétablissement de la justice sociale et de promotion de l'équité voulue par le président de la République. J'en appelle à tous les acteurs du mouvement sportif national à s'investir et à s'engager dans une synergie d'action visant le développement du sport et le renforcement de l'image du Mali en Afrique et dans le monde. Sort toujours en basketball, l'équipe nationale des garçons de moins de 18 ans s'envole demain pour Antananarive à Madagascar pour l'afro-basket de la catégorie. Les juniors ont reçu la visite du bureau fédéral et cet après-midi à leur dernière séance d'entraînement. Kodi Sivi était également. Les aiglons maliens participeront à l'afro-basket de leur catégorie du 1er au 10 août à Antananarive à Madagascar. Pour leur dernière séance d'entraînement, les protégés de l'entraîneur Kaba Kanté se frottent à une sélection de joueurs locaux et expatriés maliens, histoire de peaufiner les derniers réglages avant la phase finale. Le basketball malien fait partie des plus respectés sur le continent, surtout au niveau de la catégorie d'âge. Les 12 retenus pour le rendez-vous sont conscients de l'enjeu et la visite des membres du bureau fédéral les réconforte. Cette visite aujourd'hui, ça nous va droit au cœur et on leur dit que
Nous, on va représenter dignement le Mali, on va représenter dignement les basketball maliens. C'est pas facile, c'est les baskets des jeunes. Et ça fait un bon moment, notre basket de la jeunesse est en haut. Nous, on va faire tout pour les maintenir en haut et faire de notre maximum et notre mieux ce que nous savons faire pour faire soulever les drapeaux maliens très haut à Madagascar. On vous remercie pour votre soutien et votre collaboration envers nous. On est là, on sait que c'est l'équipe nationale. Non, on va se battre pour avoir la coupe, Inch'Allah. Les Aiglons maliens doivent se battre pour faire honneur au rang du basketball malien sur la scène africaine. Ils en ont les moyens. Derrière vous, de Caille jusqu'à Kidal, il y a près de 16 millions de Maliens qui seraient fiers, très fiers, si au retour, nous allons vous accueillir à l'aéroport avec le trophée. Et il faut surtout penser à ça, c'est le plus important. Pensez à ça d'abord, plus qu'à toute autre chose. Tout le peuple malien attend une consécration de votre part. Je sais que vous êtes des sportifs assez avertis et que vous avez beaucoup de qualités et que vous pouvez vraiment très bien défendre les couleurs du Mali. En tout cas, tout le peuple malien compte sur vous et nous osons espérer que vous allez revenir avec le trophée, Inch'Allah. Vous en avez les moyens et nous vous souhaitons beaucoup de courage et de détermination. Il faut signaler que le tirage au sort des poules sera effectué sur place à Madagascar, juste à la veille de la compétition. Très bonne chance aux Aiglons. C'est la fin de cette édition. Je vous présente toutes nos excuses pour les problèmes rencontrés au cours de ce journal. L'info reprend ses droits demain à 10h et 13h. Une présentation de Kadidiatou Kone. Je vous retrouve pour les éditions du soir. Très bonne suite de nos programmes.